Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Hisense Infinity H12, le mobile que vous voyez bien évidemment tout de suite devant vous et que je vous ai présenté lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Hisense Infinity H12, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mobile moyen de gamme. C'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 259,99 €. Donc on arrondit à 260 €. Donc on est sur un téléphone effectivement par son prix qui est un moyen de gamme, un début de moyen de gamme, puisque les moyens de gamme ça va de 200 à 400 €. Alors Hisense, qu'est-ce que c'est? C'est une marque, forcément vous l'imaginez, mais c'est une marque qui est très connue dans le monde de la télévision notamment, puisque c'est l'un des principaux constructeurs mondiaux en termes de téléviseurs. Maintenant, c'est une marque qui, depuis quelques années, s'est lancée dans le marché du smartphone, sur le marché du smartphone. On est en 2019 lorsque je fais cette vidéo et la marque commercialise désormais une nouvelle gamme, ou en tout cas un nouveau modèle. Le porte-étendard, c'est celui-ci, c'est le H12. Donc c'est le best-of, c'est le meilleur des meilleurs Hisense smartphone du moment. Et alors c'est un mobile qui est intéressant parce que il a quand même pas mal de bons points. Et c'est un mobile qui suppose aussi que l'on fasse un certain nombre de concessions parce que ça n'est pas un ultra haut de gamme, ça n'est pas un haut de gamme, c'est un début de moyen de gamme. Ce mobile, donc que je vous ai présenté, en tout cas dont on vient de parler par le prix, eh bien il y a d'autres points sur lesquels justement il faut s'attarder, qui sont intéressants. Quels sont-ils? Eh bien déjà l'un des premiers points sur lequel on va prendre le temps de s'attarder, c'est le design. C'est clairement l'une des forces de ce téléphone, c'est son design. C'est un téléphone qui est très classe, très beau, très élégant, très bien construit, excellente finition, c'est extrêmement bien placé, c'est extrêmement bien assemblé, il n'y a pas de jeu entre les éléments, c'est beau. C'est tellement beau qu'on a presque l'impression d'avoir un mobile entre les mains qui est bien plus cher. Ça donne ce côté premium et c'est quand même valorisant. C'est un téléphone qui est beau et qui est valorisant. C'est un téléphone qui est décliné en deux versions. Alors il y a cette version que vous voyez devant vous qui est la version bleue. Il existe aussi une version rose. Alors plus précisément, la version que vous voyez tout de suite devant vous, elle s'appelle la bleue saphir. L'autre version s'appelle la rose poudrée, qui est un petit peu rose blanc, qui teinte un peu sur le blanc. Très girly à mon avis, mais bon, maintenant le rose, vous pouvez bien évidemment l'utiliser si vous êtes un homme, pas de problème. Ainsi que le bleu, vous pouvez l'utiliser bien évidemment si vous êtes une femme. Donc, ce sont les deux coloris qui existent sur ce téléphone. Un téléphone qui se prend très bien en main. Il a des dimensions qui restent raisonnables. La prise en main n'est pas particulièrement problématique. C'est relativement arrondi au niveau du téléphone. Il y a vraiment une bonne prise en main. Les dimensions sont donc 15,6 cm de long, 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Un grand classique. Tous les téléphones aujourd'hui désormais font dans les 8 mm d'épaisseur, donc 0,8 cm d'épaisseur. Le poids, 166 grammes. Là aussi, très standard, pas de problématique là-dessus. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, c'est vraiment très classique. Alors, j'ai fait un petit point notamment avec la marque au sujet des matériaux qui ont été utilisés. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les vitres qui sont utilisées. En tout cas, je ne sais pas quelles sont les marques de ces vitres. Est-ce que ce sont des Corning Gorilla, des Dragon Trail ou autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais même pas la version de ces vitres. En tout cas, elles manifestent, on va dire, une bonne résistance. Bonne résistance notamment à l'abrasion. Ce sont des vitres qui sont aussi dotées d'un effet 2,5D, donc c'est-à-dire légèrement arrondi sur les côtés, donc ce qui permet d'avoir un toucher moins tranchant, c'est plus agréable au niveau de l'utilisation. Et surtout, la marque m'a bien confirmé que l'arrière est bien doté d'une vitre. Ça n'est pas du plastique, c'est bien un revêtement vitré. Donc vitre à l'avant, vitre à l'arrière. Voilà ce qu'il en est pour ce téléphone. Alors la particularité justement d'une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière, eh bien c'est que c'est très beau, c'est très élégant, mais c'est aussi extrêmement glissant et extrêmement salissant. Du coup, ce téléphone, moi je vous recommande de l'utiliser très rapidement avec une coque. C'est vrai que la coque, probablement en silicone, eh bien elle va réduire, on va dire, un petit peu l'élégance du téléphone, mais elle va le protéger. Elle va le protéger contre la chute parce que ce téléphone, s'il tombe, forcément c'est du verre, et il a beau être traité peut-être, eh bien il risque de cristalliser, donc ça serait dommage. Donc ça déjà c'est un mauvais point. Mais deuxièmement, effectivement, comme je viens de vous l'indiquer, il est extrêmement glissant. C'est un téléphone qui est si glissant que si je le pose sur cette table et que je le laisse, vous le voyez, il prend une petite inclinaison parce que la table sur laquelle je suis justement en train de faire ce test, donc le plan de travail, eh bien, faut le dire, il est très légèrement incliné. Eh bien le téléphone, lui, ne pardonne pas, il glisse. C'est vraiment le genre de téléphone qui est limite suicidaire, c'est-à-dire que si vous le mettez sur une table de chevet comme ça, il risque de glisser, je vous le dis.
Donc voilà, je vous parle d'expérience. Donc c'est un téléphone très élégant, mais dont la contrepartie de cette double couche de verre, c'est qu'il est glissant, et autre contrepartie, il est extrêmement salissant. C'est un matériau qui prend extrêmement bien les traces de doigts. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à nettoyer ce téléphone. Ce sont les contreparties logiques donc de ce très beau design, vraiment un mobile très sympathique. Alors d'ailleurs, si on fait le tour du propriétaire, mais très très rapidement pour se dire à quoi on est en face, enfin quels sont les boutons justement. Ici, vous remarquerez que vous avez l'ouverture, un bouton spécifique ouverture rapide d'une application paramétrable. Vous avez sur le côté gauche le slot qui permet de glisser 2 cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD. Vous avez sur le dessus du mobile de l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit du mobile, vous avez le bouton de contrôle de volume plus moins pardon ici et le bouton on-off. Et en dessous du mobile, vous avez l'entrée micro primaire, le connecteur USB-C et la grille du haut-parleur. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de mini jack sur ce téléphone, il n'y a pas de mini jack tout simplement parce qu'il est remplacé par un adaptateur qui va sur le port USB-C. Je vous le rappelle, il est fourni dans la boîte que je vous ai déjà montré en déballage. Regardez donc la vidéo de déballage. À l'arrière du téléphone, on retrouve le capteur d'empreinte digitale que je trouve très bien placé. On retrouve le logo iSense, quelques normes de certification, le double capteur photo sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, accompagné de son flash LED. Bien évidemment, vous l'imaginez, il y a aussi un capteur photo frontal en haut, de l'écouteur, du capteur de luminosité et de proximité. Et on ne le voit pas très bien ici, mais peut-être que si je fais une petite manip ici comme ça, il y a bien, vous le voyez, une encoche. Alors voilà, donc on a bien cette encoche. Encoche qui d'ailleurs, pour le coup, est extrêmement bien gérée, mais je vais pouvoir vous en parler d'ici quelques petites secondes lorsque je vais vous parler de l'image. Ben, ça tombe bien d'ailleurs, et ben on y va, on va parler de l'image. Alors le téléphone est doté d'un écran de belle diagonale, 6,19 pouces pour être précis, c'est d'ailleurs clairement indiqué sur la boîte. Le constructeur ne peut pas faire plus explicite. Donc 6,19, on aurait pu arrondir à 6,2. Vous voyez, le téléphone continue à glisser, c'est un coquin. Donc 6,2 pouces, arrondissons de diagonale, eh bien c'est quand même confortable. C'est une belle diagonale, c'est un écran d'ailleurs qui est optimisé dans le sens où 88% de la face avant est occupée par l'image. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le screen to body ratio, avec mon très bon accent que vous connaissez très bien peut-être maintenant. Si vous suivez les vidéos de Top 4 Phone, vous savez que j'ai un accent anglais mais qui est merveilleux. Donc le screen to body ratio, donc le fameux 88% que je viens de vous indiquer, qui est au-dessus de ce que proposent certains concurrents qui sont plutôt généralement dans les 80%. Voilà, donc on a vraiment cette, on va dire, cette optimisation de l'encombrement. Donc on a une image qui prend bien la face avant du téléphone et qui donne ce sentiment, ce phénomène cinéma. Un sentiment cinéma qui est encore plus renforcé par la diagonale, certes, de ce téléphone, de cette image, de cet écran, mais aussi par on va dire, le ratio, ce qu'on appelle le rapport homothétique. On n'est pas sur du 16 neuvième, on est sur du 19 neuvième. Ce qui fait que le téléphone a ce surcroît de pixels supplémentaires en haut et en bas de cette image que je suis en train de vous montrer. Quand vous regardez un film, justement, vous allez pouvoir pencher le téléphone de cette manière-là et vous allez pouvoir jongler. Alors, je vous l'aurais probablement mis en incrustation, mais ce téléphone permet justement de basculer en mode 16 neuvième, donc ça veut dire avec des bandes noires. C'est le format original de la vidéo que vous allez voir. Peut-être 4 tiers, ça dépend pour les vieilles vidéos, mais en tout cas, mettons 16 neuvième. Mais vous pouvez l'étirer, ou en fonction du lecteur vidéo que vous allez utiliser, vous allez pouvoir cropper, resizer, cropper, étirer. Voilà ce qui va se passer avec la vidéo. Et donc, effet cinéma. Effet cinéma sur un écran qui, alors c'est là aussi où il faut vraiment s'attarder un petit peu. Ce téléphone n'est pas doté d'un écran Full HD. On aurait pu se dire que écran 19 neuvième même, 6,2 de diagonale, 6,2 pouces de diagonale, on aurait pu se dire Full HD plus. Bah écoutez, non, ici on est sur du HD plus, mais bonne note, ce HD plus qui nous amène quand même à avoir une densité de pixels inférieure à 300, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah en fait, on sait que quand on a 300 pixels et plus par pouce, en général l'image est nette. C'est-à-dire qu'au-dessus de ça, l'œil humain n'arrive pas à être suffisamment performant pour distinguer les pixels. En dessous de 300 pixels par pouce, on estime que l'œil humain est suffisamment précis pour distinguer potentiellement les pixels. Bon, et bien ce téléphone, il a 269 pixels par pouce, donc il est en dessous des 300. Donc théoriquement, on devrait les voir à l'œil nu. Je vous confirme, effectivement, si vous forcez un petit peu votre vision, vous allez pouvoir les voir à l'œil nu. Et du coup, même à la caméra, j'ai pas besoin de forcer des tonnes avant d'arriver à faire un mode macro, on peut potentiellement réussir à voir les pixels. Hein. Bon, certes.
Malgré tout, ce téléphone est doté d'un certain nombre de bons points, toujours au niveau de cet écran. Premièrement, il a un bon contraste, cet écran. Et donc, ça, conjugué à la bonne luminosité, et ça, je vais vous le dire tout de suite, c'est jusqu'à 550 nits, donc candela par mètre carré, c'est aussi comme ça qu'on appelle ça. Donc 550 nits, c'est élevé pour un téléphone qui est un début de moyenne gamme par son prix. On est sur un niveau on va dire de luminosité qui est élevé. Donc ça, c'est aussi un bon point. Donc une luminosité élevée qui est plutôt dans les standards d'un haut de gamme que celui d'un moyen de gamme, début de moyenne gamme. Et maintenant, je continue. La couleur, la gestion des couleurs est aussi bonne, mais elle est vive, elle est clinquante. Du coup, on a des paramètres, luminosité, contraste, couleur, clinquante, vraiment vive, qui font que eh bien, ça arrive à masquer finalement la densité de pixels peut-être un peu trop légère. Et c'est quand même la bonne astuce. C'est que finalement cet écran, et d'ailleurs iSense le nomme le X Infinity Display, bon, un nom marketing pour dire que finalement oui c'est une technologie, etc., etc. Mais oui, clairement c'est un écran IPS qui marche très bien, qui donne une très bonne qualité d'image, même si on est en dessous des 300 pixels par pouce. On aurait aimé avoir du Full HD+, on a du HD+, mais ce téléphone s'en sort très bien malgré tout. Au niveau du son, alors le son, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mini jack, hein, vous pouvez vous asseoir dessus, mais vous avez quand même en contrepartie un adaptateur qui va sur l'USB-C, et ça c'est un grand classique. Bon, vous avez aussi le Bluetooth bien évidemment si vous préférez utiliser du Bluetooth avec votre casque, qui est peut-être sans fil, donc du coup, bon bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, et vous avez un écouteur. Alors, pour ce qui est de l'adaptateur, lorsque vous transformez votre téléphone donc de l'USB-C vers le mini jack, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un adaptateur, ça marche correctement. L'écouteur, pas grand chose à dire non plus, quand vous êtes en conversation, vous comprenez votre interlocuteur, il n'y a pas de souci. Le haut-parleur présente la particularité quant à lui d'être placé sur la tranche inférieure du mobile, c'est bien et c'est pas bien. Alors c'est bien parce que quand il est à l'arrière du mobile, quand vous posez votre téléphone sur une table en général, le son il est étouffé, il n'y a pas de mystère. C'est moins bien parce que quand vous êtes en gaming, justement, en général, vous étouffez le téléphone comme ça, surtout quand vous êtes un peu crispé dans votre session de gaming. Par exemple, je joue à PUBG mobile, c'est ce qui m'arrive, je suis un peu crispé, je m'acharne un petit peu, j'essaie de faire mon top 1, bingo, j'étouffe le haut-parleur. Bon. Est-ce que finalement on game tous avec cette manière-là, c'est-à-dire le haut-parleur, est-ce qu'on écoute sa musique avec le haut-parleur, etc. Peut-être pas, on est plutôt en casque, je pense. Est-ce que c'est grave? Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce haut-parleur donne un son qui reste malgré tout clair, même quand on le pousse à fond. Et quand on le pousse à fond, c'est 120 décibels à la sortie. C'est clairement un haut-parleur qui envoie du très 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 lourd. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau d'un Dolby, on n'est pas au niveau d'une enceinte Bluetooth, hein, on n'a pas cette notion aussi de résonance, de caisson de basse, mais on est sur un bon distinguo aigu, moyen, grave, et avec vraiment de la puissance. Pas trop de rondeur au niveau du son, mais vraiment de la puissance. Ça, c'est pour le haut-parleur, hein, parce que pour l'écouteur, comme je vous l'ai dit, le Bluetooth ou le jack transformé, ça marche très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça, c'était pour vous parler de l'image et du son. Et il est temps de parler des performances. Alors, les performances, vous le savez, sur un smartphone, je les valorise systématiquement avec une application qui s'appelle Antutu. Bon, pas que, mais Antutu. Antutu, ici, c'est 69 974 points. Donc, on va arrondir à 70 000 points. Ce sont des performances qui sont dignes d'un début de moyenne gamme, dignes d'une fin d'entrée de gamme. On est dans la bonne catégorie, il n'y a pas de surprise. C'est un score qui est logique. C'est un score qui est logique parce que les composants qui équipent ce téléphone sont ultra connus, ultra maîtrisés, et c'est une plateforme technique que l'on retrouve régulièrement. Sur la catégorie, sur ce segment de marché, cette plateforme que l'on est en train de voir ici, elle est connue. Tant mieux, au moins ça veut dire qu'elle est fiable. C'est quoi qui équipe ce téléphone? Eh bien, c'est précisément un processeur Qualcomm Snapdragon SDM, on le voit ici, 450. Alors, ce processeur, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, c'est un processeur que je vais vous détailler en quelques mots. C'est un 8 cœurs cadencé à 1,8 GHz. C'est pas mal. C'est pas mal pour un téléphone de cette catégorie. Pour ce qui est de la mémoire vive, on la voit ici, 4 Go. Il y a 4 Go de mémoire vive. Là où certains concurrents sont plutôt dans les 3. Parfois, aberration, ils sont dans les 2. Ici, on est à 4 Go de mémoire vive, ce qui fait que le téléphone est à l'aise en multitâche et en multifenêtre. Ça se voit notamment sur le score que l'on vient d'avoir sur Antutu. Ce score-là est supérieur à ceux des concurrents basés sur la même plateforme mais avec moins de RAM. Pour le processeur graphique, eh bien, ça va de soi, puisque ce processeur graphique, en fait, il va de pair
avec, hop, je vais vous le montrer, le processeur de calcul. C'est donc un Adreno 506. Particularité donc de ce triptyque qui est processeur, processeur graphique et RAM, c'est que ces trois éléments-là permettent à ce téléphone donc de s'en sortir correctement sur des benchmarks tels qu'Antutu, mais on peut jouer de manière tout à fait confortable à des jeux comme PUBG Mobile. Par contre, effectivement, la qualité graphique sur PUBG Mobile, il y en a trois. Il y a trois niveaux, il y a basse, moyen et élevé. Eh bien, on est sur la catégorie basse, c'est-à-dire qu'on n'a pas le niveau de détail maximum que l'on pourrait avoir sur le jeu. C'est assez logique, hein. Ça c'est que les ultra haut de gamme qui le permettent. D'un autre côté, on a une image qui est fluide et on a plaisir à jouer à de gros jeux 3D comme, je viens de l'indiquer, PUBG Mobile et ça s'est très très bien passé. La mémoire de stockage de ce téléphone, là aussi, alors c'est pas une surprise, c'est une bonne nouvelle ou en tout cas c'est une bonne confirmation. On est à 32 Go de mémoire de stockage revendiquée par le constructeur. Comme toujours, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières mises à jour. Sur ce 32 Go de mémoire de stockage, il en reste précisément 20,43. Bon, de quoi être quand même relativement, je viens d'indiquer, à l'aise, sachant que ce téléphone permet, 1, d'installer une micro SD, mais pour cela, vous devez sacrifier l'emplacement de la carte SIM numéro 2, ou par exemple de bénéficier de l'USB OTG, puisque vous pouvez brancher ce genre de clé. Alors ce genre de clé, c'est quoi? C'est de l'USB d'un côté, de l'USB OTG, donc USB-C de l'autre. Vous mettez ça sur votre téléphone et vous passez donc le contenu de la clé dans le téléphone. Vous pouvez lire donc le contenu de la clé sur votre smartphone. C'est sympa par exemple quand vous êtes, je sais pas, en déplacement, que vous voulez regarder des films, vous voulez pas les mettre dans la mémoire du mobile, bah bingo, vous les mettez sur une clé USB et hop, c'est parti. Vous avez de quoi regarder plusieurs heures de films en fonction de la taille de la clé, bien sûr, hein, du nombre de gigas de la clé. Alors, autre solution, mais que je n'apprécie pas particulièrement, vous avez aussi l'espace de stockage dans le cloud. Vous pouvez très bien utiliser une mémoire virtuelle de l'espace de stockage dans le nuage. Bon, ça c'est à vous de voir si vous appréciez ce genre de choses. Je ne suis pas très fan. Moi je l'utilise pour de la mémoire de copie, de sauvegarde, pardon, parce que tout ce qui est vraiment fichier que j'ai envie d'avoir instantanément, bah, je les mets sur le téléphone. Pourquoi? Parce que tout dépend en fait de la connexion 4G et de l'endroit où vous vous trouvez. Est-ce que la connexion est bonne ou pas bonne? Ça, c'est fonction, comme je viens de vous le dire, de l'endroit, de l'opérateur, etc. D'ailleurs, opérateur, etc., ben, on va y revenir d'ici quelques instants. On va y revenir d'ici quelques instants, pas du tout. On va y aller maintenant. C'est une petite transition, vous l'avez vu, pour vous amener à la connectivité. On arrive sur cet aspect qui est la connectivité. Alors j'illustre mon propos ici avec cette petite application, mais qui ne va me permettre de vous donner que quelques détails précis sur les capteurs. Maintenant, on va parler plus généralement de la connectivité. Alors ce téléphone est un téléphone 4G LTE, pas de souci là-dessus. 4G LTE, donc avec la précision de 300 Mbps par seconde en téléchargement et 50 Mbps par seconde en envoi. Donc ça, c'est la vitesse maximum que le téléphone peut atteindre. Sachant qu'en France, en général, on ne dépasse pas les 150 Mbps par seconde en download, en téléchargement. Donc vous êtes super sizé par rapport à ce que votre opérateur vous fournira probablement. Alors parlant d'opérateur, maintenant on va parler de fréquences. La 4G qui est sur ce téléphone, elle utilise 4 fréquences sur 5 aujourd'hui en France. Elle utilise la B1, la B3, la B7, la B20, mais pas la B28. Alors je sais que certains d'entre vous, puisque vous avez déjà réagi dans d'autres vidéos, vont me dire que c'est un scandale qu'un téléphone n'ait pas la B28, parce que la B28 c'est la fréquence, soi-disant qu'utilise Free. Bon, je n'ai pas votre avis, c'est une des fréquences qui sont déployées en France. Effectivement, c'est plus préjudiciable si vous utilisez l'opérateur qui est Free Mobile plutôt que les autres, parce que c'est surtout Free qui utilise la B28, hein, pas les autres. Bouygues un tout petit peu, et puis les autres carrément pas du tout. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Que l'absence de B28 effectivement sur ce téléphone peut pour certains être préjudiciable. À mon avis, ça ne l'est pas vraiment, en tout cas pas encore en 2019 ni en 2020. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires si vous avez envie de dire ce que vous pensez de la chose. Mais en tout cas, voilà, je viens de vous donner mon avis. B1, B3, B7, B20, ce sont les fréquences dont est doté ce téléphone. La B28 est absente. Ça n'est pas une catastrophe selon moi, mais vous pouvez réagir dans les commentaires. Et si vous êtes abonné notamment Free Mobile, ou autre opérateur d'ailleurs, lâchez-vous et dites-moi ce que vous pensez justement de cette question de fréquence. J'ai même fait un article sur le site de Top 4 Phone pour en parler. Maintenant, on a parlé des fréquences, c'est très bien, mais on n'a pas parlé d'autre chose que la 4G. Parce que forcément, quand il n'y a pas de 4G, qu'est-ce qui se passe? Votre téléphone il bascule en 3G. Donc pas de 4G, 3G. Et vous avez de la 3G, bien sûr, et vous avez toutes les fréquences nécessaires pour la France, notamment sur ce téléphone. Me dites pas, vous êtes content, c'est déjà ça. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce téléphone? Eh bien, je vous l'ai dit, on a deux emplacements pour carte SIM format nano. Elles sont ici
Sauf que si vous voulez ajouter une micro SD, bah, du coup, vous amputez le téléphone de l'emplacement micro SD 2. Donc c'est une micro SIM, plus une nano SIM, pardon, plus une micro SD, ou deux nano SIM, ou une seule nano SIM. Vous pouvez très bien utiliser ce téléphone qu'avec une seule ligne mobile, pas deux. C'est à vous de choisir. Alors il y a d'autres choses que l'on peut se dire, notamment au niveau de la connectivité. J'aime bien rentrer dans le détail, d'ailleurs ça a visiblement l'air de plaire à certains des abonnés de cette chaîne. Rentrer dans le détail, notamment au niveau de la connectivité. Le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi BGN, donc il n'y a pas la norme A, il n'y a pas la norme AC. Dommage, donc si vous avez une box fibre, eh bien vous ne pourrez pas utiliser le plein potentiel de la box fibre, mais des box fibres 1 giga j'entends, non, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais la plupart des box fibres n'étant pas 1 giga, eh bien normalement vous ne devriez pas sentir la différence. Sur le reste, on a quoi? On a du Bluetooth 4.2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de mini jack ici, ça n'est pas grave, vous avez de l'adaptateur. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez peut-être un casque Bluetooth, vous avez envie peut-être d'appairer ce téléphone avec votre voiture, eh bien vous avez du Bluetooth 4.2 qui marche sans aucun souci. Vous avez de l'USB-C, comme je vous l'ai indiqué, qui est fonction OTG. Fonction OTG, je vous rappelle, c'est ça, hein, c'est mettre une clé dessus pour lire le contenu de la clé. Et puis voilà, et puis bien sûr vous avez du AGPS, du GLONASS aussi, hein. C'est AGPS plus GLONASS, voilà. Mais c'est pas fini, bien sûr vous avez d'autres choses. Vous avez les capteurs qui sont là. Et ce téléphone est taillé pour la réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors il est taillé pour parce qu'il a les capteurs, que ce soit du gyroscope, de l'accéléromètre, de la boussole, etc. Donc vous pouvez faire du Pokémon Go, vous pouvez faire de la réalité augmentée, vous pouvez faire de la réalité virtuelle sans aucun souci. Le téléphone est techniquement fait pour ça. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas atteint les 300 pixels par pouce et qu'il est en dessous, bah, c'est vrai que si vous collez le téléphone à votre œil, forcément là, du coup, vous voyez plus les pixels. Donc c'est un téléphone qui peut faire de la AR et de la VR, mais il n'est pas spécialement fait pour. Il peut, mais il n'est pas calibré pour ça. Hein, ce n'est pas son objectif, ce qui est assez logique en soi. Autre point, quand je parle de la connectivité, c'est notamment les capteurs, mais toujours cette fois-ci, mais capteurs d'empreinte digitale et capteurs photo frontale pour la reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale par le biais du capteur photo frontal, je viens de vous l'indiquer. Bon, donc ça marche bien quand il y a de la lumière, quand c'est bien éclairé. Ni trop peu, ni trop c'est tout. C'est donc qu'il faut des conditions lumineuses qui soient suffisantes pour que le capteur photo frontal vous reconnaisse. Mais ça marche bien. Le capteur d'empreinte digitale efficace. Là, je vous aurais probablement mis une incrustation. C'est efficace. Ça marche bien. On place son doigt, bam, ça déverrouille. Ça déverrouille en moins d'une seconde, heureusement, et c'est efficace. Et c'est un capteur d'empreinte digitale qui présente une autre particularité, celle de pouvoir justement de pouvoir lire votre empreinte, même si vous posez votre doigt dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que, bon, il faut bien le placer dessus, bien sûr, mais vous pouvez incliner votre main, ça le lit quand même. Voilà, donc le capteur marche quand même. Et puis je trouve qu'il est bien placé, ce capteur d'empreinte digitale, parce qu'il tombe bien sous l'index, vraiment au dos du mobile. Voilà. Donc c'est toujours une question de capteur, toujours la question de connectivité. Autre point de la connectivité sur lequel j'aime bien m'attarder, et je sais que certains d'entre vous n'en ont pas grand-chose à faire, mais j'aime bien le dire. Comme si j'étais testeur de voiture, je vous parlerais du CO2. Je suis testeur de smartphone, et bien je vous parle du DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la valorisation de la quantité d'ondes que peut émettre le téléphone lorsqu'il est en usage, que ce soit GSM, 3G, 4G. Donc le téléphone ici a un DAS qui est, ma foi, relativement conséquent pour un mobile commercialisé en 2019. C'est-à-dire que sur le marché, on est plutôt dans la tranche haute ici, on n'est pas dans la tranche basse. Alors on est dans les normes, bien sûr, on est sur un téléphone qui est légalement commercialisé en France et en Europe, qui répond aux normes légales sur toute la capacité d'émission d'ondes. On est sur un téléphone qui, précisément au niveau de la tête, émet 1,093 watts par kilo. Au corps, c'est un peu plus, 1,448 watts par kilo. Donc, gardons à l'esprit le score à la tête, 1 watt, on arrondit. C'est l'élevé, c'est effectivement, ça fait partie de la catégorie élevée. On est dans la tranche haute de ce segment de marché, des petits camarades. C'est clair qu'on est plutôt dans le haut du panier en termes de niveau de DAS. Voilà. Autre point maintenant, on va parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, forcément vous en doutez, on est sur l'Android. De toute façon aujourd'hui des systèmes d'exploitation, il n'y en a pas 150 000, il y en a deux. Il y a iOS pour Apple, et puis pour tout le reste des autres constructeurs mondiaux, il y a Android. Je ne vous parle pas des autres systèmes d'exploitation alternatifs, sachant qu'il y en a d'autres qui sont des dérivés en fait d'Android. Bon, on est donc sur de l'Android, et on est sur de l'Android qui est quasiment stock, quasiment pur, et même on est sur de l'Android. Alors maintenant on va rentrer dans la version.
pour peu que j'arrive à vous la retrouver. Voilà, on est là, on est sur un Android. Vous le voyez avec ce petit cookie, ce petit gâteau, c'est un Oreo, c'est Android 8.1 Oreo. Donc on est sur un système d'exploitation qui est, à mon avis, mature, qui marche très bien, qui vous permet de faire du multi-fenêtre, multitâche, multi-écran, et c'est ce que l'on apprécie notamment sur ce système d'exploitation. C'est un système qui est complet, les versions 8. Ont déjà peu apporté par rapport à la version 7. La version 9 n'apporte quasiment rien du tout par rapport à la version 8. Bon, dites-vous que vous êtes sur une version qui est très très bien, dont on ne sait pas si le constructeur la mettra à jour en 9, peut-être, un jour peut-être. Aurez-vous Android Pie sur ce téléphone, mais pour l'heure en tout cas, restons sur le fait que c'est un téléphone qui est à jour et qui n'est que très très légèrement surcouché. Il est tellement peu surcouché que finalement vous avez quoi? Du fond d'écran, un peu de travail au niveau des icônes, et puis vous avez quelques jeux qui ont été installés en plus. Je dis jeux parce que ce ne sont pas des applications, ce sont des jeux. Il y a notamment Kingdoms, un jeu de... on voit Mickey, on voit Puzzle Pets, on voit Spider-Man Ultimate, Sonic Runners, on voit Real Football. Est-ce que ce sont des jeux que spontanément vous auriez installés? Peut-être pas. Est-ce que ce sont des jeux que moi spontanément j'aurais installés? Certainement pas. C'est pas mon type de jeu. Mais maintenant, est-ce que c'est grave en soi? Non, parce que de toute façon, vous pouvez les désinstaller, donc récupérer un peu d'espace disponible sur votre téléphone, dans sa mémoire. Voilà. Et donc pour le coup, après, le reste, c'est extrêmement basique, c'est extrêmement Android. Il y a pas de surprise. Si vous êtes connaisseur d'Android, familier ou pas, hein, forcément, c'est un système qui marche très bien, qui est très intuitif. Et bien du coup, vous n'êtes pas décontenancé. Alors vous avez quelques petites fonctionnalités qui sont mode gant, etc. Mais on ne peut pas les attribuer à iSense. On a fond d'écran, vous avez la possibilité de gérer les fonds d'écran, vous avez des choses comme ça, mais ce sont des petits plus dans les paramètres du téléphone, mais qui sont typiquement Android. Rien de déstabilisant. Et donc, ce qui fait que finalement, je n'ai pas besoin de m'attarder à outrance sur ce système d'exploitation, puisque si vous avez déjà eu dans les mains un système Android 7. Ou 8 ou 9, finalement, vous ne serez pas déconcerté. Vous ne serez pas déconcerté parce que c'est light, c'est léger, c'est efficace et c'est ça qu'on aime. On n'a pas besoin de grosses surcouches lourdes. C'est fini cette époque où Android était pas suffisamment justement mature, où il y avait encore beaucoup de travail à faire de la part de Google et où les constructeurs devaient justement pallier à ce problème. Aujourd'hui, Android est suffisamment complet en soi pour que finalement le constructeur n'ait rien à apporter de plus, si ce n'est quelques applications partenaires comme des jeux, comme vous venez de le voir. Alors maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone et c'est finalement ce qui va nous permettre d'arriver à la conclusion. L'usage de ce téléphone, est-ce que c'est un téléphone qui est capable de tout faire? Oui, bien sûr, c'est un smartphone moderne. Il est là pour répondre à tous les usages d'un smartphone moderne, que ce soit envoyer des SMS, recevoir des appels, lire des emails, surfer sur Internet, écouter de la musique en MP3, regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube ou avec une autre application comme VLC par exemple. C'est un téléphone qui est fait pour tout ça, tous ces usages, on va dire, productifs, appel, donc connectivité, on va dire, et puis ludique. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, et je le remettrai probablement en incrustation, jouer à du PUBG mobile. C'est possible. Donc c'est un téléphone qui est complet. Et alors c'est un téléphone qui, bien sûr, se distingue d'un certain nombre de concurrents qui sont présents sur ce marché, qui est extrêmement concurrentiel, par deux autres aspects. Le premier aspect, c'est la qualité photo. Alors la qualité photo, elle est octroyée, elle est accordée, vous en bénéficiez, autant de manières de le dire, grâce à des capteurs photo. Alors il y en a deux à l'arrière, comme je vous l'ai indiqué. Il y a un 12 mégapixels accompagné d'un 5 mégapixels. Ça, c'est pour le capteur dorsal ou les deux capteurs photo dorsaux. L'autofocus, vous l'avez vu, est extrêmement rapide, c'est extrêmement efficace. Et il y a une bonne gestion de l'effet bokeh. Donc cet effet bokeh qui a été, on va dire, démocratisé en termes de dénomination, parce que ça existait depuis toujours. Hein. C'est la profondeur de champ, c'est le fait d'avoir du flou derrière et un visage net devant quand vous prenez du portrait. Et bien cet effet bokeh ici, il est très bien géré par ce double capteur photo. C'est très clean, c'est clean au niveau de la gestion des couleurs, c'est clean au niveau de la netteté piquée de l'image, c'est un peu moins clean au niveau de la luminosité. C'est vrai que j'ai l'impression que ce téléphone, mais là c'est probablement plus logiciel qu'autre chose, a du mal à s'en sortir avec les ISO. C'est-à-dire que quand il vous manque un peu de luminosité, ça va devenir très sombre au niveau de la photo. Et quand vous êtes en trop forte luminosité, ou luminosité on va dire exceptionnelle, comme c'est le cas ici, parce que j'ai des parapluies photo, on est en condition studio, eh bien le téléphone va peut-être avoir du mal à s'en sortir avec une trop forte luminosité. Voilà, il va devenir trop blanc, trop pâle.
Donc c'est vraiment un téléphone qui est potentiellement un peu capricieux au niveau de la qualité photo pour cette notion d'ISO. Il a du mal à gérer cette luminosité. C'est exactement la même chose, c'est le même propos pour le capteur photo frontal. Le capteur photo frontal qui présente la particularité d'être un 16 mégapixels. Donc en termes de netteté d'image, donc coucou la caméra, bon là vous voyez mon filtre anti-pop, vous voyez pas ma tête, mais salut, là, voilà. Donc ce filtre anti-pop, non mais en tout cas ce capteur photo 16 mégapixels, il marche bien, il prend pareil, hein, il prend efficacement les photos, bon il y a plein de modes photo, hein, il y a du Face Beauty compagnie, d'accord c'est très bien. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Les couleurs sont bien gérées, il n'y a pas de souci, la netteté de l'image, bon, rien à dire, c'est un capteur de 16 mégapixels qui fait bien son boulot. Le défaut, c'est comme les doubles capteurs dorsaux, c'est cette gestion des ISO qui est un peu capricieuse et qui peut tenter justement le téléphone de vous amener soit vers du trop sombre, soit vers du trop pâle, trop lumineux, trop blanc. Mais voilà, donc c'est une particularité, je pense, qui est plus logicielle qu'autre chose. Je pense qu'avec des correctifs, notamment des patchs applicatifs, je pense que notamment iSense va réussir à s'en sortir. Mais pour le moment, le bilan de la photo, c'est que c'est bon, ça reste bon. J'aurais probablement mis des inserts pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Je trouve que c'est bon, c'est convaincant. C'est même d'ailleurs très convaincant si on ramène ça au prix de ce téléphone. Mais j'attendais, vraiment j'attendais un tout petit peu plus. J'attendais un tout petit peu plus parce que sur le papier, les chiffres sont beaux. C'est-à-dire double capteur dorsal, capteur photo frontal, oui. On sent que le matériel est là, on sent que c'est le logiciel, l'optimisation logicielle qui pêche peut-être un peu. Après, petite parenthèse, les photos ça se retouche et vous avez aussi la possibilité d'installer d'autres applications photo que celles de base. Donc rien ne vous empêche de pallier à ce problème de l'application native par une autre application qui vous permettra de gérer un peu mieux les ISO que celle, comme je viens d'indiquer, de base. Donc pour moi, c'est un problème sans vraiment l'être. Parce que ça se corrige. Maintenant, au niveau de l'autonomie, parce que c'est un deuxième point, je trouve qui fait vraiment la différence entre les smartphones aujourd'hui. L'autonomie, elle est confiée à une batterie au sein de ce téléphone, une batterie de 3400 mAh. C'est bien. 3400 mAh, c'est ce qu'il faut. Faut pas moins. Faut pas tomber en dessous des 3000, ça serait ridicule. Donc 3400, c'est bien. C'est tout à fait ce qu'il faut. Et là, juste bluffant, c'est le niveau d'autonomie de ce téléphone, c'est-à-dire l'endurance du téléphone. Ce téléphone a une excellente autonomie. C'est lié notamment, bon, certes au système d'exploitation qui vous permet d'avoir des réglages au niveau de l'économie d'énergie qui sont bons. C'est lié notamment à l'écran qui a une luminosité qui peut être très très forte, donc du coup vous n'êtes pas obligé de le sursolliciter, vous pouvez le laisser à réglage moyen et du coup il va moins manger d'énergie parce qu'il se défend bien cet écran. C'est lié aussi aux composants de ce téléphone qui ne sont pas spécialement énergivores et à la résolution de l'écran. Voilà, donc tous ces paramètres-là qui font que finalement des fois on peut être un peu agacé, on peut titiller un peu sur la résolution de l'écran, sur les performances, etc., font que sur l'autonomie, au contraire, ce téléphone est excellent. 1 heure de vidéo, c'est 10 à 12% de batterie consommée. Ce téléphone tient 2 jours clairement avant d'être chargé. À moins d'avoir un usage un peu hardcore où on fait que du jeu, c'est un téléphone qui tient 2 jours avant d'être chargé. Donc c'est clairement l'un des bons points de ce téléphone, parmi d'autres. Et maintenant, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de l'iSense Infinity H12. Alors concrètement, on peut se poser la question un peu brutale qui est: est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Alors pour moi, ça reste un bon mobile. Ça reste un bon mobile parce que globalement, la satisfaction d'usage est là. C'est-à-dire qu'on le prend en main, on l'utilise, ça se passe bien, il est agréable, il est même beau. On n'a pas honte de le sortir, c'est une marque iSense qui commence à se faire connaître en matière de smartphone, qui commence à se faire connaître en France notamment en matière de télévision. C'est bien. Voilà, donc c'est un téléphone qu'on a plaisir à sortir de sa poche, à utiliser, etc. C'est un téléphone qui, à mon sens, a de très bons points. C'est un téléphone qui, à mon sens, nécessite, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques concessions. Et c'est un téléphone qui, à mon sens, et c'est là où justement je vais être très piquant, eh bien, est vendu un petit peu trop cher. C'est un téléphone qui aujourd'hui est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. C'est un téléphone qui arrive sur un marché où il y a déjà énormément de marques. iSense a envie de se faire sa place au soleil. Eh bien justement, c'est difficile. On est sur un marché qui est mature. Des marques sont déjà implantées, elles sont déjà connues, elles savent déjà faire très bien leur travail et elles sont même très énervées. Il y a notamment des marques chinoises qui sont très énervées. Les Sud-Coréens aussi sont extrêmement énervés. Donc
Du coup, on se retrouve sur le marché aujourd'hui français notamment, et plus largement européen, mais même mondial, avec des téléphones qui vont de 200 à 400 euros, mais qui sont même sur ce créneau de 200, 300 euros, qui sont potentiellement meilleurs sur certains aspects que ce téléphone, notamment la résolution, notamment les performances, qui peuvent être moins bons sur d'autres aspects, le look clairement, l'autonomie clairement, la qualité photo possible, etc. Donc c'est un peu le jeu des compromis, mais c'est vrai que ce téléphone, moi, je le trouve sympa, mais j'aurais aimé qu'il soit vendu, allez, 30 à 50 euros moins cher. 30 à 50 euros moins cher, je pense que ça aurait été un carton plein, ça aurait fonctionné, mais du feu. Mais malheureusement, voilà, je pense qu'iHisense a malheureusement une structure de coût qui fait qu'ils ne peuvent pas casser les prix. Ils sont quand même obligés de garder une petite marge pour survivre sur le secteur des smartphones, hein. Je dis survivre, c'est pour que l'activité soit rentable, sinon ça ne vaut pas la peine pour eux de la lancer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est du bon mobile, mais c'est un poil trop cher. Mais ce qui tombe bien, c'est qu'avec le temps, les balais mobiles ils baissent en prix. Et donc il y a de fortes chances que dans les quelques mois qui viennent, eh bien, ce téléphone devienne de plus en plus attractif en fonction de cette baisse de prix. J'en reparlerai probablement un jour dans un article, notamment, et peut-être une vidéo si ça vous intéresse, notamment la mécanique de baisse des prix des constructeurs de smartphones. Et vous allez voir, il y a des choses, il y a des règles en fait. Il y a une grande mécanique standard qui se met en place lorsqu'un smartphone sort, bien quelques mois après, il commence déjà à baisser en prix. C'est logique ce que je suis en train de vous dire, vous le savez. Mais il y a des pourcentages qui sont très très fréquents à trouver pendant des durées. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il baisse pile poil d'un certain pourcentage. C'est très mécanique. Voilà, donc j'en ferai peut-être une vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc c'était la vidéo de test de l'Hisense Infinity H12. Je viens de vous le dire, c'est un mobile que je trouve sympa, c'est un mobile que je peux vous recommander. C'est un mobile qui malheureusement pâtit d'une présence avec un prix certain sur un marché très concurrentiel. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, n'hésitez pas maintenant à vous lâcher, vous, dans la zone de commentaires. C'est juste en dessous que ça se passe. Donnez-moi aussi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone? Pour vous, il est bien ou il n'est pas bien? Justement, c'est en bas que ça se passe. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu, hein, c'est juste en dessous de la vidéo, ça encourage le youtubeur que je suis, le petit pouce bleu du bonheur. Et enfin, si ça n'est pas déjà fait, mais c'est sûrement déjà fait, et vous l'avez sûrement déjà fait, et vous l'avez sûrement fait pendant la vidéo même, peut-être, eh bien vous avez cliqué sur ce bouton qui s'appelle plus un abonnement, parce que vous avez envie de connaître toutes les prochaines vidéos de Tough for Fun et d'être au courant des nouveautés smartphones, et de savoir quel smartphone vous convient le mieux. Voilà, bon. Tout ça, vous l'avez compris, cliquez, partagez, likez, commentez, autant de choses que vous pouvez faire en et. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est merci d'avoir vu la vidéo, encore une fois de plus, et on se dit à très très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.